c'est pas mal, mais ça gênait un peu mes parents. Alors, j'avais eu envie d'écrire ça. Puis je ne sais même pas si je l'ai envoyé finalement. Ça a donné lieu à un atelier de création radiophonique qu'on a fait avec les élèves de Sofica. Et puis je l'ai oubliée. Elle est restée un peu comme un objet de radio, un petit objet qu'on avait fait avec Sofica. Et après, longtemps après, il y a peut-être 2 ou 3 ans, un éditeur de l'atelier contemporain, François-Marie Desrolles, qui était tombé dessus, m'a dit « Mais moi j'aimerais beaucoup, cette lettre elle me touche, j'aimerais en faire quelque chose, mais il faudrait que... Elle n'est pas assez longue pour en faire un petit livre, alors il faudrait que tu fasses un peu plus. » Et je me suis dit « C'est vraiment compliqué ça, de reprendre une chose ancienne, si longtemps après, presque 20 ans après. » Voilà, vous allez voir, finalement c'est en 2 parties. Il y a la lettre que j'ai laissée intégralement telle que je l'avais écrite il y a 20 ans, et puis ensuite la suite. Alors merci à Pierre qui est là et qui a permis cette rencontre, ma rencontre avec Jean-Luc. Merci à Geneviève Momas qui a eu l'idée de cette lecture dans le cadre de l'exposition des Journées de l'amour. Merci à Christy qui a rendu possible cette lecture. Et merci à tous d'être là, en amitié pour m'écouter. Lettre à mon père. Quand tu parles du fiancé de ma sœur, tu l'appelles par son seul prénom. Et quand tu parles du mien, tu dis Jean-Luc Parent. Quand ma sœur te présente son fiancé, tu dis ensuite qu'il est poli et bien élevé en tout cas. Alors je n'ose pas te présenter Jean-Luc, parce que j'ai peur des adjectifs que tu pourrais lui attribuer. En tout cas, ni poli ni bien élevé ne lui conviennent. Peut-être parce qu'il est tout sauf cela qui ne dit rien, mais qui fige définitivement celui que l'on juge ainsi. Quand je suis allée à Marseille il y a quelques mois, c'était pour accompagner Jean-Luc, et je me suis retenue de te le dire. Quand je suis allée à Belfort au début de l'année, c'était pour l'écouter donner une lecture, et je me suis retenue de te le dire. J'ai inventé un prétexte pour échapper au week-end familial que tu me demandais de préférer, à celui que j'avais d'abord prévu de passer avec Jean-Luc. Comme si je devais m'obliger à ne pas te laisser imaginer une intimité trop grande entre lui et moi, comme celle que suppose le voyage. Comme si je ne pouvais pas te dire que la raison essentielle pour laquelle j'étais allée à Belfort était mon plaisir d'être avec la personne que j'aime. Quand je t'ai tendu le premier livre que j'ai écrit et que Jean-Luc a illustré pour moi, Le chant des cigales, dans lequel je fais le récit d'une de nos scènes d'amour, tu n'as regardé que la couverture, tu n'as saisi que l'objet que je te montrais, et j'ai pensé que c'était mieux ainsi. On m'a dit un jour que tu devrais prendre le même avec 30 ans de moins, comme si un être était échangeable ou remplaçable par tout autre, comme si un être pouvait être réduit aux quelques déterminations que sont l'âge, le sexe, la couleur ou bien encore la taille. Mais pour moi, c'est plus simple. Jean-Luc est l'homme que j'aime. C'est la seule détermination que je puisse lui donner, la seule qui compte, et pourtant, je ne peux pas t'en dire la cause. Dans ton regard, ton rejet de notre différence d'âge est pour moi le début d'une forme de racisme qui ne porte pas son nom, comme si Jean-Luc était très blond et moi très brune, ou comme s'il était très petit et moi très grande, et que cette différence pourtant très relative te semblait insurmontable. Dans ton regard, je lis que Jean-Luc et moi ne sommes pas de la même espèce, alors que je sais avoir trouvé la personne qui me convient le mieux du monde. Plus que de l'incompréhension, c'est de la tolérance que j'aimerais trouver dans tes yeux. D'autres que toi m'ont déjà dit que je devrais le laisser tomber, que lorsqu'il aura 70 ans, je n'en aurai que 36, qu'il sera trop vieux pour moi, qu'il ne pourra plus voyager, qu'il sera malade peut-être. Mais ils ont oublié qu'on pouvait tous mourir demain, que chacun et chaque jour a la limite de disparaître. C'est sans doute quand on n'y pense pas assez qu'on finit par ne jamais rien faire pour soi et par rater les occasions que la vie offre quelquefois. En rencontrant Jean-Luc, j'ai saisi ma chance d'être heureuse. On dit il y a un âge pour tout, ou bien il a passé l'âge. Comme si on avait nécessairement l'âge de se taire quand on est enfant, le plus bel âge quand on a 20 ans, l'âge de travailler quand on a 25 ans, l'âge de s'être marié quand on a 30 ans, l'âge d'avoir eu des enfants quand on en a 35, de prendre sa retraite à 60 ans. Mais pour avoir tous ces âges, les âges prévus pour faire toutes ces choses, il faut être déjà mort. Quand on est vivant, tout est sans âge, tout est sans mesure. Notre vie peut avoir toutes les tailles. Quand on est vivant, il n'y a plus d'échelle uniforme de mesure à notre propre vie, car c'est alors à chacun de la rendre infime ou infinie.
Tu sais déjà que Jean-Luc fabrique des boules en cire, des boules en terre, des éboulements sans cesse et des textes sur les yeux. Et ces boules qu'il a exposées dans des dizaines et des dizaines de lieux, il les échange contre des repas dans des restaurants, des nuits dans des hôtels, des vêtements dans des magasins chics, des voitures décapotables appartenant à des collectionneurs fortunés. Et pour moi, c'est magique. Jean-Luc est un magicien parce qu'il a inventé sa propre monnaie, mais aussi sa propre langue et sa propre vie tout entière. Peut-être que pour toi, il est un peu voleur ou qu'il est un très sérieux de gagner sa vie à faire des boules ou à écrire des textes sur les yeux. Peut-être que pour toi, c'est louche, mais moi, ça me fait rêver. Et c'est parce que Jean-Luc n'est pas n'importe qui, c'est parce qu'il est libre et par là même intouchable qu'il est aussi Jean-Luc Parent. C'est peut-être ça qui te gêne. Mais moi, au contraire, je suis fière de lui, fière de l'aimer et d'être aimée par lui. Quand je te parle de lui, je cherche toujours à minimiser les choses. Je fais attention à ne pas trop te donner de détails, à ne pas trop m'étendre pour ne pas prendre le risque de t'énerver. Mais c'est ça qui finit par m'éloigner de toi. Aujourd'hui, ce n'est pas de Jean-Luc que je cherche à te rapprocher, mais de moi, avant que les non-dits ou les choses dites à demi-mot seulement ne nous éloignent trop, ou même définitivement. Cela faisait longtemps que je voulais t'écrire. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre ma relation avec Jean-Luc dans l'intention de t'épargner ou de te faire plaisir. Je n'y parviendrai pas. J'espère seulement que tu seras heureux de mon bonheur, parce que c'est mon bonheur, au fond, que tu ne sembles pas voir. Tu penses que c'est l'intérêt qui pousse Jean-Luc vers moi et la crédulité qui me pousse vers lui. Mais tu refuses de comprendre l'amour simple que nous vivons vraiment. Et si l'on peut parler d'intérêt entre nous, c'est au seul titre de l'attention réciproque que nous nous portons. Tu crois que je perds mon temps, que je ne travaille plus pour moi parce que je serais trop occupée à travailler pour lui, en reprenant et retapant les textes que Jean-Luc écrit. Mais en réalité, je n'ai jamais autant travaillé pour moi-même que depuis que je l'ai rencontré, comme si travailler ensemble et aimer ensemble n'étaient que les deux faces de l'unique complicité que nous partageons. De ton côté, tu espères que cela passera. Tu dis qu'il me laissera tomber quand il se sera suffisamment servi de moi. Pourtant, le temps passe et mon amour pour lui ne passe pas. Il ne passera jamais, comme si notre différence d'âge avait rendu notre relation impossible dès le départ, ou incontournable et infinie, une sorte de tout ou rien. Et comme l'éventualité du rien est définitivement passée, le tout reste à compléter un peu plus chaque jour. Si nous avions le même âge, je crois que quelque chose de plus éphémère aurait plané au-dessus de nous. Maintenant, je sais que cette différence nous protège indéfiniment. Comme si désormais Jean-Luc et moi appartenions à une même famille et étions liés pour toujours. Comme toi et moi appartenons à une même famille et sommes liés pour toujours. Tu ne dois pas croire que je suis dans une pensée aveugle quand je t'écris l'amour que je vis. Je ne suis pas en train d'idéaliser une situation qui te paraît marginale. Comme je te l'écrivais plus haut, mon amour pour Jean-Luc et son amour pour moi sont un seul et même amour simple. Mais tu le perçois pour l'instant de ton propre endroit, avec tes propres yeux. Or, j'ai l'impression que ce n'est justement pas à la lumière de mes yeux que je perçois ce que je vis avec Jean-Luc, mais plus justement à la lumière du jour. J'espère que tu en feras autant, ou bien alors, si tu ne le fais pas, je souhaite que cette lettre serve, et c'est son premier but, à rendre plus joyeux, plus compréhensif et plus vrai ce qui nous lie pour toujours. Cette lettre écrite il y a plus de 15 ans me semble être restée en suspens pendant tout ce temps. Je ne me rappelle même pas l'avoir envoyée un jour à son destinataire. Ces lignes dont je commence aujourd'hui la rédaction pourraient être la reprise mais aussi la conclusion de cette lettre suspensive, comme une coda narrative chargée de donner un sens plus aigu et plus brillant à ce qui naguère ne pouvait pas en avoir autant, car vécu et écrit dans le même instant. Comment retourner au naguère? Comment se relire sans avoir le sentiment troublant d'avoir échappé à soi-même, d'être resté absolument soi, mais cependant dans un étoilement de son être provoqué par les années qui nous ont fait tourner sur nous-mêmes, tourner et tourner encore, comme dirait l'homme que j'aime. Un étoilement qui m'aurait projeté bien loin de ces mots écrits sans doute naïvement et que je relis aujourd'hui, à l'aune de mon tribunal intérieur, avec davantage de gêne que de clémence. Néanmoins, ces mots passés sont sûrement le recto de ces mots présents. En effigie, ils me donnent une certaine image de ma pensée, mais sans m'en donner la valeur, c'est-à-dire sans m'en révéler la machinerie. Je
Jeter cette lettre en l'air et la laisser retomber côté pile? Faire éclater les mots et les ordonner à nouveau autrement? J'avais d'abord pensé pouvoir augmenter cette lettre en l'étoffant par endroits. Mais c'est une entreprise impossible. 15 années ont passé et éclairent différemment ce que j'exprimais alors. 15 années pendant lesquelles j'ai partagé ma vie avec le même homme, construisant ensemble une histoire impossible à résumer. Revenir sur cette lettre du début de notre amour serait-ce comme prendre un nouveau départ. On dit prendre comme s'il s'agissait de saisir quelque chose de nouveau, de s'en emparer, alors qu'il s'agit précisément d'abandonner, de se dessaisir de quelque chose de passé. Nouveau départ, nouvelle vie, vie renouvelée, prolongée. C'est un peu de cela qu'il s'agit, d'une renaissance, d'une lutte contre la mort aspirante. J'ai maintenant 41 ans et Jean-Luc en a 75, et c'est bien à cet âge, auquel il faut retrancher 2 années écoulées, qu'il aurait pu, si ce n'est dû, mourir d'un arrêt cardio-respiratoire si soudainement survenu en cette fin de printemps 2017. Je me rappelle alors la terre qu'il a quittée, son corps alourdi et plaqué au sol puis au lit de l'hôpital. Je me rappelle l'eau qu'il a quittée, son corps assoiffé, bouche et gorge sèches. Je me rappelle le feu qu'il a quitté, son corps plongé dans une hypothermie contrôlée, chaleur évacuée. Je me rappelle l'air qu'il a quitté, son corps assisté par un respirateur artificiel. Les 4 éléments primaires décrits par la pensée bouddhiste semblaient bien avoir quitté le corps de Jean-Luc. Mais il lui restait l'espace, le souffle. Ce 5e élément qui contient les 4 autres, qui contient la possibilité de leur existence même. Ce souffle magique plus réel que les 4 éléments qui étaient en train de l'abandonner et qu'il avait si souvent dessiné tout au long de sa vie. Les bestiaux pour la terre, les poissons pour l'eau, l'homme pour le feu, les oiseaux pour l'air. Il y a 15 ans, j'avais écrit que Jean-Luc était un magicien parce qu'il avait réussi à inventer sa vie, sans savoir que ce mot prendrait beaucoup plus tard tout son sens à travers l'espace magique qu'il lui faudrait investir nouvellement et entièrement pour revivre, pour ressusciter, pour prendre un nouveau départ, pour réenchanter une existence si fragile, tenue seulement pendant quelques semaines à quelques fils hospitaliers. Difficile de s'imaginer comment un instant peut bouleverser tous les précédents, comment quelques minutes peuvent changer brusquement le sens d'une vie. Vivant, mort, survivant, passant d'un état aux 2 autres en quelques instants seulement. Jean-Luc, rescapé d'une mort promise, et donc renaissant, au point de remettre à zéro le compteur du temps écoulé d'une première vie, au point d'inverser notre différence d'âge, comme si je n'avais plus 34 ans de moins que Jean-Luc, mais qu'au contraire, il avait maintenant, à son tour, 39 ans de moins que moi, lui-même ressuscité quelques jours avant mon 39e anniversaire. L'un prenant la place de l'autre, comme dans l'alternance des pas d'un corps en marche, une jambe chassant l'autre indéfiniment. De même que l'alternance des saisons, cette translation de la Terre tournant autour du Soleil, et plus particulièrement ce passage du printemps à l'été, au terme du jour le plus long de l'année, a permis au souffle vital de Jean-Luc de réinvestir tout l'espace de son corps. Il lui a fallu véritablement migrer avec le mouvement même de la Terre jusqu'à sentir sa vitesse pour pouvoir entendre à nouveau les battements de son propre cœur remis en rythme. Jean-Luc s'est couché sur le dos, sous le feu et la chaleur du soleil, et il a médité sur la course ascensionnelle de celui-ci. Il a attendu que le soleil soit à son apogée, l'astre aussi suspendu dans le temps et l'espace, que cette lettre restée en suspens, pour que son corps puisse être retourné sur le ventre, tournant ainsi le dos au soleil. Rendu par là même à une position animale, ou à une place dans une autre hémisphère, il a pu redescendre aveugle vers les profondeurs de la terre à laquelle il s'est agrippé. Un ancien monde s'est évanoui, un nouveau monde s'est ouvert devant lui. Comme un nouveau monde s'est ouvert devant moi lors de ma rencontre avec lui. Or, nous sommes tous nés d'une rencontre. C'est la rencontre de nos parents qui nous a tous fait naître. Ce sont les rencontres de tous les parents qui nous perpétuent sur la terre. Nous sommes tous nés dans cette mémoire des multiples rencontres qui nous précèdent, et cette mémoire nous relie les uns aux autres, même si c'est une mémoire oublieuse et inconsciente. Car dès les premiers instants de notre conception, il y avait bien quelque chose de nous-mêmes qui était déjà là, connecté au grand bain des souvenirs proches ou lointains,
qui infuse en permanence notre pensée. Toute vraie rencontre est proche d'une naissance. Et ma rencontre avec Jean-Luc fut pour moi une nouvelle naissance. Si je suis née une première fois de la rencontre de mes parents, je suis née une seconde fois de ma rencontre avec Jean-Luc Parent. La naissance qui nous donne la vie et nous met au monde ne suffit pas à nous faire exister pour autant. Si ma première naissance m'a donné la vie, ma seconde naissance à travers Jean-Luc me fait exister, j'ai pu me remettre au monde à travers lui. Quand j'ai rencontré Jean-Luc, je me suis aussi rencontrée, me révélant à moi-même et aux autres. C'était le 15 novembre 1999, il y a bientôt 20 ans, à l'École des Beaux-Arts de Paris, où il animait un atelier d'écriture en tant qu'artiste invité. Ma rencontre avec lui a depuis déterminé tout mon travail. J'ai écouté et retranscrit des conversations dans des cafés où j'attendais que Jean-Luc me rejoigne. J'ai fait des dessins d'après la télévision, dont il dit en les voyant qu'elle nous montre le monde le plus fascinant car le plus intouchable. J'ai écrit des histoires d'amour qui racontent nos voyages, j'ai organisé des expositions qui lui étaient consacrées ou auxquelles il participait. J'ai échangé mon travail contre des œuvres d'artistes qu'il m'a fait rencontrer. J'ai entrepris l'édition de livres d'entretien avec des artistes ou des auteurs contemporains avec lesquels je me suis liée au cours de l'écoulement de notre vie. J'ai rencontré Jean-Luc et j'ai rencontré le monde comme s'il avait été un passage, un chemin éclairé pour me permettre d'y entrer. Comme si, avant de connaître Jean-Luc, le monde avait été très abstrait et très éloigné de moi, et que cette seule vraie rencontre avec lui m'avait rapproché de tout. Avec lui, j'ai pu tout toucher et tout atteindre, et tout étant ainsi à ma portée, j'ai trouvé ce que je cherchais et je me suis mise à travailler.